Hello et bienvenue dans Histoire d'auto, je m'appelle Vincent Desmond et dans ce podcast je vais à la rencontre de gens qui ont consacré leur vie aux bagnoles. Ils ou elles sont journalistes, photographes, illustrateurs, blogueurs ou encore youtubeurs. Ils ont un point commun, de l'essence coule dans leurs veines. Épisode après épisode, ils nous raconteront leur parcours, leurs goûts, leurs aventures motorisées, en un mot, leurs histoires d'auto. Et dans ce 8e épisode, je ne reçois pas un, mais deux invités. Trimballant toujours leur GoPro à la main et leur bonne humeur en bandoulière, ces bagnolards assumés ont inventé une nouvelle manière de parler d'auto. Un style bien à eux qui a trouvé son public, puisqu'ils comptent désormais 170 000 abonnés et 75 millions de vues sur YouTube. Aujourd'hui donc, je reçois le président et le premier ministre d'une république où on n'a pas peur de dire « j'aime la voiture » et qui s'appelle Petites Observations Automobiles ou POA pour les intimes. Le président, c'est Renaud Roubaudy, et le Premier ministre, c'est Cédric Fréhour. Eh bien, bonjour messieurs. Bonjour Vincent. Bonjour Vincent. Comment ça va ? Très bien. Plutôt chouette, on est content de t'entendre et on va de nouveau parler de voiture. Ça me fait bizarre d'avoir deux voix qui me répondent. D'habitude, je suis juste en tête à tête. Là, c'est notre premier plan à trois. C'est une première, ouais, c'est ça. On est content d'inaugurer, tu vois, 3 voix sur Histoire d'auto. On va attaquer, peut-être remonter aux origines de tout ça et peut-être commencer par monsieur le président, Renaud. Comment t'es venu ta passion pour l'auto ? C'est une question qu'on me pose souvent. Et en fait, je me rends compte que c'est pas, j'ai pas de date précise. Et je réponds souvent la même chose. Je crois que c'est comme les gens qui aiment le foot, c'est inné en fait, parce que tout petit, dès que je parlais, mes parents m'ont toujours dit que je regardais les voitures. Très vite, je voyais les noms. On dit que j'ai dit Volvo, enfin Vovo. J'arrivais pas avant même les noms des parents. Donc c'est quelque chose qui vient de très très loin et qui a toujours été chez moi. Alors la particularité par rapport à d'autres personnes, c'est que moi j'étais dans une famille pas du tout bagnolard, mais vraiment pas du tout. Mon père s'en foutait, enfin tout le monde s'en foutait, et donc c'était un peu curieux, mais voilà. Mais très vite, il y a le souvenir de jouer aux petites autos, de regarder les marques, de regarder les détails, les jantes, etc. Mais c'est quelque chose que je n'envisageais pas. Ça faisait partie de moi, mais comme c'était pas du tout présent autour de moi, je sais pas que c'était caché, mais bon voilà. Mais ça remonte à, je crois que ça doit, je sais pas, ça se fait dans le ventre des parents. Je sais pas comment ça vient. Renaud, moi j'ai une question. Tu me pardonnes, Vincent ? Non, c'est moi qui pose les questions ici. Pardon. Vas-y Cédric, vas-y, fais-toi plaisir. Tu sais pourquoi c'est Volvo ou pas ? Parce qu'une Volvo t'avait marqué ou t'as Oui, parce que plus du tout. ma tante avait une Volvo très jolie. Et elle s'appelait Christine et je l'appelais Ging. Tu la connais d'ailleurs, on est allé 2-3 fois faire des films chez eux. Et mon père avait des Simca que je détestais parce que je trouvais ça pas assez chic. Et déjà, j'étais attiré par les voitures luxueuses. Mon oncle avait de très belles autos, etc. Et ça me titillait grave en fait, petit. Ouais. Et mon père, pas du tout. Donc je comprenais pas pourquoi on se trimballait dans des vieux breaks 1300, ça m'exaspérait. Et ça très vite, hein. Dès que j'ai eu 5-6 ans, je comprenais pas, ça m'énervait. Bon, et toi Cédric, c'est venu comment alors ? Ouais, c'est pareil, c'est l'enfance. Mes parents m'ont eu très jeune, à moins de 20 ans. Ah ouais. Et ils étaient étudiants. Et on avait hérité, en fait, mon grand-père paternel nous avait pris sous son aile. Et ma grand-mère paternelle avait une vieille Austin dont elle avait fait don à mes parents pour qu'on puisse se déplacer. Donc déjà ça me titillait, tu vois, j'ai des souvenirs, je sais pas, je dois avoir 4 ans, je me dis tiens c'est marrant, mais je voyais bien que cette voiture était toute petite. Et mon père a terminé ses études assez tard parce qu'il est devenu avocat, et à 26 ans, avec son premier salaire, et pour moi c'est un truc qui va me marquer jusqu'à aujourd'hui. On est dans un petit immeuble, on est à Rennes, et il me dit descends. Et je descends et je vois une Alfa Sud rouge. Wow. Et c'était la voiture qui allait remplacer la Mini. Et là, tout à coup, déclenchement total. Je me dis, mais c'est quoi ce truc-là ? Première voiture neuve de la famille en plus, c'est important. Ah ouais, ça. La première voiture neuve et tout ça. Alors c'était la base, hein. Tu sais, ça devait être une 1,2 litre. Ah ouais, mais quand même, déjà elle était rouge. Ah ouais, non, mais moi j'étais subjugué. Et à ce moment-là, je commence à essayer de lire parce que je sais plus, j'avais 5 ou 6 ans, donc je commence à apprendre à lire et mon père lisait déjà beaucoup la presse auto
Et sans qu'il soit d'ailleurs qui promeuve le truc sur que c'était quelqu'un qui aimait l'automobile, mais il en parlait pas énormément. Et donc j'ai appris à lire dans l'autojournal, dans l'Automobile Magazine, dans Sport Auto, et je me souviens d'ailleurs d'un article sur une Lamborghini Countach. J'étais très content, c'était un des tout premiers articles. Je vais avoir 7 ans et j'avais réussi à finir l'ensemble de l'article. Je me suis dit putain, ça y est, je sais lire. T'as vraiment appris à lire avec la presse auto, quoi. Ah ben complètement, tu vois, je pense que ça a dû désespérer d'ailleurs parfois un peu mes parents et tout ça, de se dire il ne lit que ça. T'as des gens qui disent j'ai appris à lire avec Proust ou avec Baudelaire, nous les mecs on est avec Sport Auto. Tu vois, moi c'est José Rosinski moi qui m'a. Bon, et alors du coup, comment vous êtes passé de ok, la bagnole ça m'intéresse bien, voire ça me passionne et j'apprends à lire avec, à tiens, je pourrais peut-être en faire mon métier. Je vais essayer de faire court, mais donc il n'était pas question moi que j'en fasse mon métier pour plein de raisons. D'abord, encore une fois, un univers familial qui était très lointain, et deux, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Qui disait automobile disait tout de suite compétences techniques, ingénieur ou pilote, ce qui était vraiment très loin de moi. Donc moi, je suis parti faire de la communication. Mais il se trouve que à la fin des années 90, je me suis associé avec un créatif et on avait une petite agence d'édition et on a monté un magazine sur le tourisme qui a priori n'avait rien à voir, sauf que je continuais à être passionné d'automobile, comme Cédric, je lisais toute la presse, je continuais à regarder ça avec énormément d'acuité. C'est quelque chose qui vraiment me titillait, je ne savais pas comment faire. Et quand on a décidé de monter ce magazine de tourisme, c'était en 99, j'ai dit je veux bien le faire. C'était quand même un peu loin de moi, on venait du monde de la déco, etc. Mais je veux 4 pages à moi pour un sujet voiture un peu décalé. Et mon associé m'a dit chiche. Et à l'époque, je lui avais proposé l'idée, enfin on était propriétaires du magazine tous les deux, mais de faire découvrir une route avec des beaux hôtels, etc., une voiture sympa. Et pour la première fois de ma vie, j'ai appelé un service de presse et la première voiture qu'on m'a prêtée et que j'ai pu essayer, c'est la Toyota MR, enfin la MR2. Ouais, pas mal. Et là, j'étais bluffé parce qu'on m'a dit, bah, bien sûr, monsieur, venez chercher la voiture. Et je suis parti, tiens-toi bien, près d'Avignon, parce qu'on faisait un reportage à Avignon. Et j'ai roulé avec cette voiture et on est allé jusqu'à Marseille. Et là, c'est la première fois et voilà, que j'ai fait ce papier. Et le magazine n'a pas duré, il a duré 2-3 ans. Je me suis fait prêter des voitures, ça m'amusait. Mais ça a fait un déclic. Et surtout, après, j'avais toujours une petite agence un peu en indépendant. Enfin, je travaillais avec plusieurs personnes. Mais j'ai été repéré par quelques médias, et notamment des photographes. Et après, d'autres journaux m'ont dit, est-ce que vous ne voudriez pas faire des trucs sur l'auto pour nous, un peu décalés? Et comme ça, j'ai commencé à travailler, fait court, mais pour l'Optimum, Citizen Car, Air France Magazine. Enfin, à la fin, j'étais cumulard, j'avais 10 ou 12 canards, toute la presse lifestyle, comme c'était très à la mode au début des années 2000. Et du coup, j'ai mis un pied dedans. Mais je faisais ça en plus. Mais j'ai commencé à croiser les journalistes auto, à voir les responsables de presse, à voir comment ça marchait, surtout comment ça fonctionnait. Alors, j'ai eu de la chance, comme j'étais sur des beaux canards, mon premier essai presse, c'est la Continental GT, si tu veux. J'oublierai jamais ma vie. On nous a emmenés à Gibraltar. C'était magnifique. Monsieur. Quand même, quel beau. C'était pas sur la Clio diesel. Moi, c'était la Clio diesel, par contre. On m'a tout de suite catalogué. Je vais pas m'en plaindre, hein, mais dans les bagnoles de luxe, alors là. Et alors toi, Cédric, je crois que tu as eu un parcours journalistique un petit peu plus classique déjà, non? Ouais. L'automobile, c'est venu un peu tard parce que j'ai fait des études plutôt longues. Normalement, je devais devenir prof de droit et voire même avocat. Et donc, j'ai commencé une thèse et je m'ennuyais à la bibliothèque. C'est étonnant. C'est vraiment étonnant. Et voilà. Et puis moi qui aime bien parler et tout ça, si tu veux, passer 3 ans devant une lampe électrique, penché sur un ordi, je me suis dit, oh là là, je vais déprimer. À l'époque, j'avais une copine qui était super sympa et qui m'avait dit, tu sais, quand on fait du droit, on sait écrire. Tu devrais envoyer des demandes de stage à plusieurs journaux. Et merci de son conseil parce que j'ai effectivement envoyé des demandes à plusieurs grands journaux et parce que j'adorais la voiture, parce que j'avais tout le temps l'autojournal sous le bras et tout ça, je me suis dit tiens, pourquoi ne pas envoyer aussi à des rédactions de magazines automobiles. Et alors, chance inouïe, j'envoie un courrier en fait au Moniteur automobile et à l'époque c'est Jean-Jacques Cornaer qui est rédacteur en chef de l'édition française et il me répond.
Et j'en revenais pas. Et il me dit, on n'a pas besoin d'un stagiaire. En revanche, on a besoin de quelqu'un pour s'occuper des pages de début de journal. Tu sais, toutes les brèves, Ouais, toutes les infos. les pages de news, quoi. Et Ouais. voilà, exactement. Et donc, je m'y suis rendu un vendredi. Et il m'a expliqué, il m'a dit, on se revoit lundi. Vous prenez une voiture que vous adorez et vous me faites 2 feuillets dessus. Autant dire que je ne savais pas ce que ça voulait dire 2 feuillets, tu vois. J'ai appris très vite que c'était un feuillet, c'était 1500 signes, 1500 caractères, et je l'ai bossé comme un dingue le samedi et le dimanche, et je l'ai rendu le lundi, tu vois, solennellement, comme tu remets ta copie à un prof. Il a sorti un stylo rouge et tout ça, et je flippais, et il m'a dit, c'est bon, vous êtes engagé, vous commencez. Oh, Et pour punaise. moi, ça a été une bénédiction, et ça a ouvert plein de portes. En parallèle, il y a eu, j'ai fait un stage aussi au Figaro, là où j'ai croisé Monsieur Chevalier, Mhm. qui était lui dans sa rubrique automobile. Pour J'ai l'anecdote, un peu qui est écrit, le papa de Thibaut que j'ai reçu dans l'épisode 3, je crois, ou 4, je sais plus, le voilà, photographe. exactement, ouais, exactement. Et qui lui aussi m'a offert d'écrire de temps en temps pour lui. Et puis de fil en aiguille, on tisse un peu sa toile. Les Échos cherchaient quelqu'un venant d'un grand journal pour tenir la chronique automobile. Je suis rentré aux Échos. C'était au début des années 2000. D'ailleurs, les Échos, j'y suis toujours. Tu vois, Mhm. ça va faire 20 ans. Et puis de fil en aiguille, je te la fais très très courte. Renault qui commençait à s'intéresser justement aux voitures, on a la chance de se croiser sur un essai Jaguar. Tu vois, Normal. c'est pas 2000, X-Type. Renault, on ne le voilà. croise que sur des de présentations de voitures de luxe anglaises. Et c'était je crois en 2000. 2000, ouais. Ouais, c'était. Et on était. Il y avait un changement d'avion de mémoire, ça devait être à Zurich, et dans la salle d'attente, enfin la salle d'embarquement, on s'est installé, on s'est parlé, et puis ben voilà, Le coup de on est foudre. toujours ensemble. On est Il y a, toujours il y a un ensemble. détail, il y a un détail qui est marrant, Cédric, c'est le premier papier que j'ai écrit après mon canard, c'était pour Citizen Cast, c'était sur la Mébar. Et on m'avait demandé aussi, je ne savais pas ce que tu as raconté, on m'a dit, vous me faites 4 feuillets, je ne savais pas ce que c'était. Tu vois, c'était vraiment drôle aussi. Enfin, et pareil, c'était le premier papier, vraiment, je le lisais à tout le monde dans ma famille pour dire, voilà, est-ce que... Bon, voilà, c'est très amusant que ce soit la même chose que toi. Et alors donc vous avez sympathisé assez vite et à quel moment vous avez eu envie de bosser ensemble? Alors, ça s'est pas fait tout de suite, parce qu'en fait, moi, pendant 7-8 ans, donc j'ai écrit pas mal pour pas mal de canards. Et puis, bon, en même temps, je n'arrêtais pas de me dire, il y a quelque chose à faire. D'un côté, je me sentais pas du tout légitime parce que j'ai pas les compétences d'essayeur et tout, je le répète toujours, mais c'est important de le dire parce que voilà, je n'osais pas en faire. Et un jour, c'est mon frère qui m'a dit, mais on est en 2008, tu devrais créer un blog, je vais le faire pour toi, trouve-moi un nom. Et comme je voulais que ça reste justement modeste et puis pas être, justement pas que les gens pro, on va dire, me disent, mais c'est qui celui-là, pour qui il se prend, j'ai dit, on va appeler ça Petite Observation Automobile. Et, et en fait, à l'époque, je monte le blog, mais au départ, je mettais mes papiers écrits, je ne savais pas trop quoi mettre dedans. Et un jour, je travaillais pour un site de luxe, c'était assez nouveau à l'époque, et je dis, mais tu sais, je Ah, parle, c'est vrai. je dis, ce serait marrant, c'est de raconter ce qui se passe autour, de filmer l'événement. C'est pour le lancement de la Lancia Delta en 2008. Et le mec, il me dit, ouais, ouais, vas-y, mais sans plus. Donc, je pars acheter une caméra, une petite Sony, et je me mets à filmer ma chambre d'hôtel, je me mets à filmer le repas, je me mets à faire ce que tout le monde fait aujourd'hui, mais à l'époque, ça ne se faisait pas du tout. Et je ramène le truc, et le rédac chef me dit, au bout de quelques jours, il me dit, ouais, on en a fait quelques épisodes, c'est super, mais c'est beaucoup trop long à faire. Il avait monté quelques petites pastilles. Philippe Maurice s'en souvient d'ailleurs. Et là, il me dit, on ne va pas continuer, c'est super. Ça prend trop de. Il n'y avait pas à l'époque. Et là, je me suis dit, c'est pas grave, je vais le faire tout seul sur mon blog. Le mec complètement fou. Et je commence à filmer. À l'époque, j'étais parti en Grèce, j'avais loué une Fiat Panda, je filme ça. Enfin, je raconte déjà un peu. L'esprit était le même, c'était du bricolage. Et Cédric, qui regardait, qui devait être bien le seul avec ma mère, il me dit, c'est super, faut continuer. Et après arrive, je crois que c'est 2009 ou 2010, donc
comme en fait, il n'y en avait pas de pression, heureusement que j'ai commencé comme ça, parce que quand tu vois aujourd'hui la pression, les commentaires, les réseaux sociaux, c'était en fait, comme les gens découvraient, tout le monde était super sympa. Et en 2009, je crois un an après, est lancé l'Audi A8 à Miami. On est invité, on a beaucoup de chance. Et là, je filme carrément la soirée et j'interviewe Cédric. On interviewe plein d'autres gens, mais il commence à rentrer dans l'image, on va dire. Et il devient ce que j'appelle mon sparring partner, c'est qu'il me renvoie à la base, je dis mes conneries et lui me répond, etc. Et à l'époque, YouTube venait d'être créé, mais je n'étais pas encore sur YouTube, mais c'était sur le blog. Et on a fait pas mal de vidéos, elles ont disparu depuis. Et en fait, la chaîne a été créée sur YouTube en juin 2010. On peut le voir, comme je dis toujours, je suis le plus vieux YouTuber de France, quand on voit tous les mots. Et à l'époque, c'était toujours positif parce qu'il y avait très peu de gens qui regardaient. Et ceux qui regardaient trouvaient ça super parce que tu avais tellement peu de points de comparaison. Et moi, je remercie finalement. Je sentais que ça allait se passer par là, il n'y a aucun doute. Mais j'ai pu faire mes classes, j'ai pu être très mauvais, j'ai pu être, tu vois, avoir la caméra qui trempe. Dieu sait si on nous a emmerdés pendant des années pour le son, pour machin. Mais je savais, et je pense que ça va encore avec moi, qu'il y avait plein de trucs à faire entre de l'expertise, de la vie, des gens, etc. Enfin, après, je ne vais pas raconter toute l'histoire. Mais très vite, Cédric a été surtout dans les essais, quand j'ai commencé à filmer dans les essais, il fallait que j'ai quelqu'un qui parle, qui ait des choses à dire. Donc très vite, on s'est mis à faire un duo parce que tu as vu comme on est bavard, il suffit que je lui lance la balle et hop, il repartait. Et on s'est mis comme ça. Moi, je me suis mis à le filmer. Il répondait à mes questions. Ça a démarré comme ça. Et à quel moment vous avez senti que vous aviez trouvé votre ton, votre style à quel moment vous vous êtes dit on a un truc là, ça y est? Jamais. Jamais. C'est pas de la fausse modestie, mais alors non, si, il faut rendre hommage à Cédric parce que Cédric serait pas là, moi j'aurais jamais monté. Tu nous poseras la question après, mais on s'est mis en société. Moi, 1000 fois j'ai envie d'arrêter, je me dis c'est nul, etc. Cédric m'a toujours dit mais non, il faut continuer, c'est super, il y a un truc à faire. Et c'est lui d'ailleurs qui m'a beaucoup poussé pour qu'on monte une société en 2016 en me disant mais t'inquiète pas. Et ça vient de là, il avait eu cette expression géniale, il avait dit tu seras le président, je serai ton premier ministre. Mais c'était un gag et on s'est dit ça dans les vidéos. Mais c'est vrai que depuis c'est resté, le gouvernement. Et de temps en temps, tu as des gens qui découvrent POA et disent mais c'est qui ces tarés qui s'appelle président, premier ministre? Il faut le prendre au 6e degré. Donc c'est quand même Cédric qui avait compris qu'il y avait quelque chose. Moi, j'avais envie de le faire parce que je me dis toujours je continuerai, je ne peux pas m'empêcher dès que je vois une bagnole dans la rue, je traverse pour aller voir comment elle est faite, etc. Mais de là à se dire ça, c'est plus Cédric qui poussait à la roue. Tu es d'accord? Ouais, sans doute, mais surtout on prenait très peu de risques en réalité. Tu vois, il y avait quelque chose à faire. Ce qui a été le déclencheur aussi, c'est quand Google, YouTube dit il se passe quelque chose chez vous. Et ce qui était une récréation, qui était un moment un peu hors du temps où on se marre, où effectivement l'Audi de l'essai A8 à Miami, on l'a complètement perdu en fait. Donc je sais pas si un jour quelqu'un l'a enregistré quelque part. C'est comme une bouteille à la mer. Mais il y avait tout POA dedans. Il y avait tout. Il y avait le voyage. Il y avait la route qui était magnifique sur les quais. L'interview. Il y avait tout ce qui était POA et c'était des toutes premières. Et voilà. Donc bon, elle est partie. Elle est à la postérité. Je sais pas. Faut que tu comprennes. Moi, il y avait quand même des gens qui me disaient mais pourquoi vous filmez? À quoi ça sert? Et pendant le temps, ils disaient pourquoi vous filmez? À quoi ça sert? Pourquoi vous faites ça? Et vous écoutez pas. Mais, tu vois, c'est quand tout le monde filme. Je te dis pas qu'on était visionnaire. Moi, en fait, c'est que des outils, mais c'était surtout de dire on veut montrer des choses qu'on ne voit pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est difficile d'ailleurs, parce qu'il y a tellement j'aime pas ça, de concurrence de choses. On commence à réinventer tout en bon. Voilà, quand tu vois, enfin voilà, on voit ce que c'est devenu, le nombre d'images partout. Mais à l'époque, même les attachés de presse, sur les marques de luxe, ça allait parce que j'avais. Mais moi, je me souviens, ils nous l'ont dit. Ils disaient, mais est-ce qu'il faut l'inviter, Roubedi, POA? Souvent, on invitait Cédric parce que c'était les échos. Mais ils disaient, mais pourquoi vous filmez, quoi? J'allais justement poser la question de comment les marques ont accueilli ce concept qui, effectivement, à l'époque, était assez décalé, c'est le moins qu'on puisse dire. Comment ils ont accueilli ça? Globalement, t'as deux types d'accueil. T'as ceux qui tout de suite ont compris qu'il se passait quelque chose sur POA et qu'on avait justement, avec notre sincérité de langage
Et les petites observations, tu vois, sans les moyens de la télé, mais qui permettent de décrire une voiture, qui permettaient aussi une expression avec des mots qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre, et encore une fois, une vraie sincérité. Et ça, tu as des marques qui l'ont automobile à qui il faut qu'on rende grâce, qui ont tout de suite compris et qui se sont dit, il est en train de se passer quelque chose. Et puis, tu as toujours les suiveurs qui comprennent un peu moins bien ou qui comprennent qu'une seule chose, c'est l'audience. Et aujourd'hui, le succès de POA, tu vois, on n'a plus rien, ça y est, on a atteint des étages assez élevés dans les gratte-ciel qui te disent, ah bah oui, bah maintenant, ils sont devenus incontournables. Et puis surtout, comme POA est né il y a désormais plusieurs années, où à l'époque, beaucoup de blogs, beaucoup de youtubeurs tentaient leur chance. C'est vrai qu'il y avait une jungle, on ne savait pas très bien où ça allait, même pour les journalistes traditionnels, tu vois, et la presse traditionnelle, c'était vécu comme une menace. Beaucoup ont disparu. Et en fait, POA, nous, même si parfois c'était, en tout cas au démarrage, assez irrégulier, on a toujours tenu à notre état d'esprit et on a toujours amélioré ce qu'on savait faire. Et on n'a jamais quitté le paysage jusqu'à d'ailleurs la création de la société. Et aujourd'hui, voilà, c'est ce qui fait. Je pense qu'il y a cette ténacité, cette envie aussi, parce que elle est gigantesque. C'est un luxe inouï. On raconte des histoires de voitures. C'est notre métier. C'est le tien aussi, Vincent. Bah oui. Tu te rends compte, c'est quand même inouï. Tu te lèves le matin, tu vas raconter ta passion. C'est pas normal. C'est pas ça un travail. Et nous on a ça. Voilà, donc on s'en réjouit et puis il y a le bonheur aussi d'être entrepreneur, d'avoir sa propre entreprise et de voir des comptes qu'à nous-mêmes. Donc si on se plante, bah, c'est de notre faute. Voilà. Et si on réussit, c'est de notre faute aussi, et tant mieux. Et au moins on avance. Et parfois on tente, et jusqu'à présent, bah, quand on tente des choses, alors c'est vrai que moi je suis un peu chiant là-dessus, je veux tout, on a toujours 15 000 idées, je fais un peu chier pour qu'on avance toujours plus vite, mais c'est une bénédiction en fait de quand on regarde, on a tout le temps des doutes, mais quand on regarde le chemin parcouru, c'est waouh, voilà. Et puis il y a les petits observateurs, sans eux on n'est pas grand-chose. Hein. Voilà, vas-y Renaud. Non, juste pour finir, je disais c'est la régularité qui est notre principale qualité, parce que tu te rends compte que bah, tu peux être bon un jour, moins bon un autre, mais le fait d'être toujours là, on est là 2 fois, 3 fois par semaine, bah, à un moment, voilà, on peut dire on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais tu dis ok, ils tiennent la ligne. Parfois, tu as des gens, moi tout ce que je veux, c'est qu'on ne soit pas à la mode, tu as tellement de youtubeurs maintenant, tu as des gens qui sont super, ils vont être géniaux pendant 6 mois, 1 an, et puis bon, voilà. Et nous, finalement, ben, on progresse petit à petit, mais toujours, on est tout le temps là. Et ça, je pense, c'est l'essentiel, c'est de tenir ses lignes, quoi, en fait. Il y a un truc aussi, c'est l'ouverture d'esprit. Ça peut paraître un peu grandiloquent dit comme ça, mais tout nous intéresse. Ouais, j'allais vous poser la question. Ouais, vous faites de tout, de la moderne, de l'ancienne, du Youngtimer. La diversité, c'est la marque de fabrique, quoi. Mais ouais, enfin franchement, nous c'est ça. Je veux dire, il y a rien de pire que les clubs de golf, tu sais, où les mecs ne parlent qu'entre eux. Et moi j'ai une MX5 et je parlerai qu'aux mecs qui ont des MX5 Ouais, et ça, encore, c'est faut qu'elles soient insupportable, ça. absolument d'origine. Ce qui est idiot. Nous, Oui, il y a eu un bonheur quand on a organisé le premier rassemblement POA. Il y a 1 an, on voulait en faire un cette année, mais hélas, le Covid nous a tous rattrapés. Et le rassemblement POA, donc on a pu inviter une grande partie de la communauté, tu vois, des petits observateurs, c'est comme ça que se sont auto-baptisés les fans. Il y avait plus de 600 voitures, on était un peu fous aussi, c'était quasiment plus de 1500 personnes. Des gens de chez Audi nous ont dit, mais attendez, vous vous rendez pas compte, mais c'est quasiment les 10 plus grosses réunions françaises d'automobile que vous avez fait. Bah oui, carrément. Et il y avait tout. Non, bah, je te confirme, hein, j'ai un Carzen Coffee à côté de chez moi, quand il y a 200 bagnoles, c'est le maximum. Hein. Ouais, nous on se rendait pas compte, mais souvent on se rend pas compte, tu vois, ça nous sauve un peu. Et à votre avis, comment vous avez réussi à fédérer cette communauté autour de vous ? À votre avis, qu'est-ce qui leur plaît chez vous ? Bah, tu l'as dit, je crois, Cédric le disait, par rapport à d'autres, on est très ouvert. C'est-à-dire que, en fait, au sein de POA, il y a plusieurs communautés. Moi, j'adore dire c'est Tintin, ça va de 7 à 77 ans. C'est-à-dire qu'on a vraiment, nous, parfois des familles qui viennent voir au bureau.
t'as des vieux, t'as des jeunes, t'as des gens en young-timer, mais t'as des mecs en vieille Bentley. Alors pourquoi? C'est peut-être parce qu'on est aussi maintenant une équipe. C'est-à-dire que moi, j'ai 53 piges, mais Très important, ouais. il y a Florian, il y a Julien qui nous a rejoint, qui en a 27 ans. Mais si tu regardes, il y a des personnages récurrents, il y a peut-être une petite dizaine de personnages, comme Thibaut Châtel, comme Philippe Nemeth, comme Alexandre Guirao. On voit bien que c'est des gens d'horizons très différents. On a tous une passion commune, mais je crois que chacun peut se reconnaître dans chacun des personnages. Et justement, le fait de se dire, moi, ce que j'adore, c'est quand quelqu'un vient dire, moi, je n'osais pas, je n'ai pas osé venir avant, mais comme vous avez présenté telle voiture, je vais te donner un exemple, tu vas comprendre tout de suite. Je vais te faire un scoop. Mercredi, le petit observateur qui vient, il vient nous présenter une Logan Break, une MCV, mais au GPS. J'attends dans les premières heures les commentaires de certains fans qui me disent « Ouais, vous trahissez, mais comment vous pouvez recevoir une Logan, c'est scandaleux. » Quand la semaine d'après, on fait une vieille Jaguar, « Ouais, vous adressez qu'aux riches, des vieux bourgeois. » La semaine d'après, on fait, je sais pas, bon, il y a toujours comme ça. Et en fait, ceux qui ne disent rien, la majorité silencieuse, c'est ce qu'ils aiment. Ils disent « Mais c'est tellement… Et moi, je pense que la clé, c'est qu'on s'intéresse, je dirais pas plus aux gens qu'à leur voiture, mais tout autant aux gens qu'à leur voiture. C'est un équilibre, voilà. D'ailleurs, POA, tu sais, la signature, c'est la vie, les gens et leurs histoires de bagnole. Et c'est génial, ça. Et ça, on s'y tient tout le Bah temps. ouais. Et surtout, il n'y a pas de hiérarchie dans la passion automobile. Moi, il y a un gamin qui était venu, d'ailleurs, on peut le revoir, l'émission du mercredi à 18h, elle est géniale. C'est une de nos meilleures émissions, elle est installée et tu viens, place Saint-Georges, donc pas très loin de nos bureaux, et tu viens raconter, présenter ta voiture. Et t'en as un qui est venu nous présenter sa Safrane qu'il a acheté à peine 700 €. Et tout ça, je crois que c'est un des plus beaux scores d'ailleurs de l'émission du mercredi. Et tu te dis, mais c'est passionnant. Et c'est aussi passionnant que le type qui viendra avec sa Testarossa, qui est une supercar, qui fascine tout le monde et tout ça. Et en fait, il n'y a pas de jugement. On n'est pas là pour dire, ah bah, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Enfin, nous, on est plus l'école des fans. Tout le monde a 10. Tu vois, tout le monde repart avec un cadeau. Mais voilà, non, mais, c'est ça qui est passionnant. Un petit peu d'eau à ma fille. Désolé. Il n'y a pas de souci. Et ça, franchement, c'est POA. Et puis, tu as aussi un des enjeux importants, tu vois, de 2020-2021, de la saison qui s'annonce, c'est davantage de régularité dans nos émissions. Donc, notamment le vendredi, on veut consacrer les vendredis à des essais de voitures nouvelles. Donc, toutes les voitures neuves, en fait. Toutes les nouveautés. Et puis aussi, essayer de développer, c'est un truc génial, c'est les road trips POA. Ah, j'allais t'en parler. Aussi, ah ouais, non, mais ça tu peux pas le bonheur que c'est. C'est difficile à monter, mais d'ailleurs, parce que c'est difficile à monter, tu le vis encore mieux quand tu le fais. Mais vous avez fait des trucs de fou. Vous êtes allé aux États-Unis, sur l'île de la Réunion, au Japon, je crois aussi. Vous avez fait des trucs de dingo. Ouais. Comment vous organisez ça? C'est monstrueux. Le premier truc qu'on a fait et qui reste un grand souvenir, c'est de partir à Montréal, au Canada. Ouais. Avec une C3 Aircross qui est même pas homologuée pour là-bas. Et en fait, on a une chance, il faut vraiment leur rendre hommage. Citroën a été vachement cool ce jour-là parce qu'on leur a proposé. Puis nous, à l'époque, on n'avait pas beaucoup de moyens. En fait, PO, on venait de créer la société, donc évidemment, ils nous ont défrayé et tout ça. Mais on a présenté l'idée en disant PSA cherchait à l'époque à revenir peut-être aux États-Unis. Ouais. Moi, j'entends ça. Et je dis, écoutez, voilà ce que je vous propose. On va faire une balade. On va prendre une Citroën C3 Aircross. Ça a ni queue ni tête parce que vous n'y êtes pas présent. Mais là-bas, on part avec. Et ils ont dit, OK, ils étaient aussi fous que nous. Ils ont dit, oh, c'est vrai que c'est bizarre, mais c'est marrant. Et allez-y. Et on les remerciera jamais assez. Ils nous ont fait confiance. Et surtout, on savait qu'il y avait déjà une petite communauté importante à Montréal, mais pas dans ces proportions-là. Donc ça a été une découverte. Ah, vous avez aussi des petits observateurs au Québec. C'est la World Company. Ah bah c'est la World Company. Puis ça n'arrête pas. C'est sympa. Beaucoup de gens disent qui sont des expatriés nous disent ça nous rappelle la France, vos histoires, ça nous donne envie de revenir. D'accord. Tu sais, il y a le café garage aussi où on le fait donc c'est l'émission d'actualité automobile où on est avec Florian, il y a Julien, il y a parfois des invités. D'ailleurs, tu seras le bienvenu évidemment parce que chez nous le café est toujours chaud, la porte toujours ouverte. Merci.
et où justement c'est très français. On y tient à ce côté un peu franchouillard, au plus beau sens du terme. Café, croissant, Et baguette. ouais, et où on essaie justement d'essayer de nous donner le meilleur de nous-mêmes pour retranscrire le meilleur de ce qu'on pense être l'actualité automobile. Parfois on se trompe, parfois on voit juste, et de la diversité de nos points de vue naissent souvent justement d'autres points de vue, et tu peux te faire une opinion. Et ça, effectivement, tu as beaucoup d'expatriés qui nous disent, et on le voit d'ailleurs dans les statistiques et tout ça, qui nous regardent mais partout, et qui disent mais c'est à la fois un coin de France et aussi une façon de partager une passion automobile qui nous fait du bien. Bah, nous, ça nous fait aussi du bien. Voilà. Et donc, pour revenir au road trip, on est revenu évidemment, mais les yeux, presque les larmes aux yeux, en fait, du Québec, parce qu'on est allé, et d'ailleurs, j'invite tous ceux qui l'ont pas vu, hein, c'était un des tout premiers road trips, mais on est tombé sur deux amoureux de Citroën, dont un vieux monsieur qui s'appelle Monsieur Ménard, dans le nord de Montréal, qui avait su récupérer tous les stocks de DS quand DS, en fait, quand Citroën, pardon, a quitté le Canada, donc au début des années 70, il a récupéré toutes les bagnoles. Il est octogénaire aujourd'hui et il nous a fait visiter sa grange par moins 25 degrés. Et on avait les larmes aux yeux et il parlait de Citroën, mon vieux. Mais allez voir la vidéo, nous on était. Ah, mais tu te dis, mais c'est franchement, mais tant mieux que la bagnole existe. Elle réunit, tu te rends compte, des communions d'esprit comme ça. Et on est revenu en chantier. On s'est dit, bon, ben voilà, il faut qu'on le fasse, qu'on le refasse. Et on est parti, avec Lexus, on est revenu aux États-Unis. Pourquoi Lexus, justement, l'histoire de Lexus aux États-Unis, ça aussi, ça a été génial. Allez le voir. Je m'arrête. Ok, d'accord. On a été au Japon. Et puis on va partir le plus loin possible. On a une bonne idée cet après-midi. Julien, il avait un truc chouette. Voilà, un petit scoop. Ah, mais ce qui est marrant sur Citroën, c'est qu'il doit être mort peut-être maintenant. Il avait 90 ans. Le type à la fin dans le C3 Aircross au milieu de sa grange et tout, avec son accent. Il dit, je pense qu'ils vont revenir. Je les attends depuis 72. Ils vont revenir. Oh merde. Faut qu'il se dépêche là, hein, parce que ça devient chaud là. Il y en a plein d'histoires. Bon alors, donc vous disiez tout à l'heure que POA maintenant c'est carrément devenu une entreprise. Alors vous arrivez à gagner votre vie. C'est possible de gagner sa vie avec YouTube aujourd'hui ? Bah écoute, même une PME, hein, c'est tout petit. Hein. Ah oui, mais c'est déjà mieux que rien. Même si les médias effectivement vont pas super bien, nous c'est une chance. Tu vois, on réussit à clôturer les exercices. Et d'ailleurs, 2019 était plutôt pas mal. J'ose à peine le dire, tu vois. Bravo. Félicitations. Bon, alors maintenant 2020, 2020, on est un peu comme tout le monde, si tu veux. C'est compliqué, 2020. Croise les doigts. Mais on se débrouille plutôt pas mal parce que Renault vient de le dire, on est une petite entreprise et on tient bien nos filons et tout ça. Donc on se débrouille et puis on a de la chance. Voilà, on a des annonceurs et de plus en plus d'ailleurs qui nous font confiance. Pour répondre à la question sous-jacente, non, on ne gagne pas notre vie avec YouTube. C'est un apport, c'est pas négligeable, mais c'est anecdotique. Mais ça, c'est surtout grâce à Cédric qui s'occupe de la partie commerciale. Mais en fait, POA est notre vitrine. Et en fait, les gens qui aiment POA, je vais être un peu prétentieux, nous adorent. Et soit ils nous détestent, soit ils nous adorent. Et ce qui fait qu'on a beaucoup de chance d'avoir beaucoup d'entreprises qui nous approchent en disant « Ah, j'adore ce que vous faites, je voudrais faire des trucs avec vous ». Alors, il y a beaucoup de déchets, mais on arrive à monter plein de petits trucs, beaucoup que vous ne voyez pas, qu'on fait pour les entreprises par derrière. Alors, on est aussi une société de production aussi à côté. Alors, c'est vrai que si l'audience grandissant, maintenant, on a de plus en plus de propositions de partenariats, vous verrez. Oh, bah si, c'est super. Ouais. Pour le mercredi qui va débuter dans un mois d'une très grande marque, on est super content. Mais on réfléchit beaucoup. Cédric le disait, mais franchement, on doute tout le temps, parce que d'abord, voilà. Mais donc, on se pose plein de questions en essayant à chaque fois de se dire, est-ce qu'on est juste, est-ce qu'on est, voilà, c'est compliqué. Mais c'est vrai que finalement, la vitrine POA fait que quand on a des gens qui ont envie de faire des choses avec nous, les trois quarts du travail sont faits parce que des gens qu'on ne connaît pas disent « Ah, ça va Renault, t'as toujours ta Jaguar, comment va ta fille, Cédric, des plastiques moussés, tata ». C'est con, ça permet, ça facilite d'ailleurs. Souvent, maintenant, on commence à être plus fort, on perd beaucoup de temps parce que plein de gens, ils veulent déjeuner avec nous, ils en entreprise, tu vois, ils disent « Je fais des compresseurs de bagnole, vous voulez pas venir faire un truc chez nous ?» Bon, maintenant, on essaye d'être plus rapide, mais c'est de ce genre-là, si tu veux. Mais ça a permis de faire pas mal d'opérations qui nous ont permis de rentrer du chiffre d'affaires.
et puis donc de tenir, et aujourd'hui maintenant d'être en position, je dirais pas de force, mais parce que les gens Mais ont beaucoup envie de plus faire des confortable, choses, ouais. quoi. Ça, c'est vachement bien, et c'est Cédric qui s'occupe plus de cette partie-là. Enfin, on y réfléchit tous ensemble, on grandit ensemble. Mais voilà, alors que moi je continue, et ça les gens ne savent pas, mais être sur le montage, parce que même si Julien a fait beaucoup de choses, je continue à ce qu'on voit à l'écran, je veux continuer à le choisir. Ça sera peut-être éternel, mais ça me prend encore beaucoup de temps. Il y a un truc aussi, tu vois, dans le développement, c'est que c'est pour répondre aussi à des questions de Twitter. C'était super de faire la promo d'histoire d'auto et tout ça, et certains demandaient si justement il n'y aurait pas un élargissement. Bien sûr qu'on y pense. Il y a Julien, c'est super qu'il nous ait rejoint. Parce que souvent nous c'était une interrogation avec Renaud en disant est-ce que on peut trouver des gens qui peuvent travailler avec nous, qui vont être dans le même état d'esprit. Alors il y a Thibaut Châtel qui fait les souvenirs d'auto et tout ça, mais qui sont des gens déjà avec lesquels on travaille depuis longtemps et qui sont super. Mais est-ce qu'on peut trouver justement des jeunes et en fait oui, il y a plein de talents et des gens en plus différents de nous, c'est-à-dire que différents de nos sensibilités, et on peut se rejoindre. Et justement, on a ça en tête. On aimerait bien pouvoir, tu vois, si les finances nous le permettent, si nos développements le permettent, offrir aussi des émissions à d'autres. Il y a plein de trucs à faire. Surtout en ce moment où l'automobile, même si c'est un débat considérable dans un Paris qui est assez curieux et qui se ferme de plus en plus, et une France de plus en plus étrange, l'automobile, elle est loin d'être morte. Elle va devenir autonome. Mais justement, c'est peut-être une façon de renaître. Elle devient électrique, mais c'est aussi peut-être le début d'une nouvelle très belle histoire. Et ça, c'est ce qu'on imagine. Et puis, il y a tout l'inconnu, toutes les bonnes surprises qui peuvent se produire en 2020, en 2030. Et ça, il faut qu'on le raconte. Et de toute façon, se déplacer, c'est le propre de l'humanité. Donc, il y aura toujours des choses à dire. Voilà. Alors justement, tu parlais des réseaux sociaux, Cédric, et justement, j'ai une question sur Twitter d'un internaute qui s'appelle Ouvergrave, qui se demande pourquoi vous vous intéressez pas davantage au sport automobile. C'est vrai ça? Comment ça se fait? Par manque de compétences. Moi, je réponds tout de suite. J'ai lu la question. J'y connais que dalle. Je vois ça de loin. Et moi, ma plus grande crainte aujourd'hui, quand je vois les réseaux sociaux, c'est les gens qui parlent partout de ce qu'ils connaissent pas. Oui. Sur l'auto, j'ai plein de choses à dire. Le sport auto, ça m'a jamais beaucoup attiré. Donc, c'est vrai qu'on se pose la question depuis très longtemps si on trouvait quelqu'un complètement dans l'esprit. Un ministre des Sports. Qui vienne Voilà, de temps en temps nous raconter. Je crois que l'appel est lancé. Les choses se sont toujours faites un peu de façon. C'est un mélange de hasard, de circonstances et tout, parce qu'on n'est pas non plus. C'est vrai qu'on reçoit pas mal de CV, mais on ne peut pas non plus embaucher 1000 personnes. On reste tout petit, même si on grandit. Mais c'est plus des rencontres. Voilà, mais moi, c'est par incompétence et aussi par manque d'appétence du sujet. Cédric, je te laisse répondre. Mais... Non, c'est exactement ça. C'est pas notre sensibilité, mais on avait cette idée-là aussi de se dire, tiens, un jour, effectivement, il y a de la place pour commenter le sport automobile. Mais ben voilà. Donc voilà, si vous écoutez, chez PO1, on recrute un ministre des Sports. Donc si vous êtes volontaire, vous envoyez vos CV. Hein. Voilà, exactement. Bon, donc une autre question, toujours sur Twitter, de Paquito73. À votre avis, à quoi va ressembler l'automobile en ville dans 10 ou 15 ans? En plus, vous êtes parisien, je crois, vraiment parisien. Donc vous êtes aux premières loges des nouvelles évolutions de la mobilité, n'est-ce pas? Ou de l'immobilité, on ne sait pas trop ce qu'il faut dire. J'ai pas la réponse, mais je vais te faire une confidence qui va répondre indirectement. La grande décision qu'on a prise depuis la rentrée, c'est de se dire, tu sais, nos bureaux sont rue Saint-Georges, c'est de dire il faut qu'on parte et il faut qu'on trouve un endroit avec une cour intérieure où on puisse mettre des voitures, voire un garage, parce que au-delà des problèmes qui sont liés maintenant, c'est impossible de circuler dans Paris, on est vraiment chassé tous les jours, on le voit, c'est un problème majeur. Et en plus, on perd beaucoup en productivité parce que la moitié de nos problématiques, c'est d'aller chercher les voitures, les garer, les rapporter. Tout est compliqué. Et là, on atteint des sommets et on voit bien que si on veut traiter, comme dit Cédric, toutes ces émissions, il nous faut un plateau fixe et il faut que les constructeurs puissent nous apporter les voitures au même titre que les petits observateurs viennent nous voir. Mais là, tu vois, aujourd'hui, j'ai filmé une Simca Ariane 4, 48 chevaux de 1957. Il n'aurait pas pu rentrer dans Paris, on l'a reçu pas loin de la porte d'Auteuil. Les gens, il a quand même fait 187 km pour être là à midi, il est parti à 7h du matin.
je peux pas demander aux gens tu vois, il y en a qui sont prêts à traverser faire la 2 France. heures d'embouteillage. Ouais, Voilà, pour se mais retrouver à faire un c'est plus vaporlock dans possible. les embouteillages. Voilà, donc je pense, je sais pas sur le reste des villes, mais clairement à Paris c'est fini, c'est mort, ils nous auront eu. Mais Paris n'est pas la France, heureusement, et nous, on sait qu'on sera soit en banlieue proche, soit il nous faut Paris-Ouest parce qu'on est tous de ce côté-là, mais il faut qu'on revienne près de la route, j'ai envie de dire, pour pouvoir, tu vois, ne serait-ce que rouler. Et donc, je ne sais pas ce que sera. Il y aura peut-être des retournements de situation, hein, parce que dans 10 ans, on en reparlera, cette politique, si on chasse vraiment toutes les voitures, comment tu fais pour rentrer dans la ville. Enfin, je ne suis pas là pour faire de la polémique, mais moi j'habite à Paris depuis 50 ans, je me pose beaucoup de questions. Et quand tu vois le boxon que c'est, même en marchant à pied, mais entre les vélos qui s'engueulent, les trottinettes, les voitures qui ne peuvent pas passer, enfin bon, je ne sais pas comment ça va, mais c'est vraiment, je ne sais pas si toi tu habites à Paris, mais Julien qui vient en moto, il n'arrive plus à venir en moto, déjà, il faut comprendre, et même à vélo, il a du mal, et il vient d'Asnières. Hein. Ouais. De jour en jour, c'est de plus en plus compliqué. Donc, je ne sais pas comment ça va. Julien, il teste tout en ce moment et il sait plus quel moyen de transport prendre. Ouais. Parce qu'à vélo, il peut pas charger énormément de choses avec lui. Il arrive en nage quand tu as des rendez-vous et tout ça. Toi, t'es ruisselant, tu te disutes. Son scooter, comme les voies de circulation ont été réduites, bah, il risque des amendes à chaque fois qu'il se met à doubler, tu sais. Voilà, donc et complètement. Et je pense que Julien n'est pas un cas isolé. Je pense que c'est quand on en parle tous autour de nous, on a connu un Paris qui était quand même densément peuplé avec une cohabitation de moyens de transport qui, malgré cette densité, vivait plutôt harmonieusement. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Oui, c'est la guerre sur le bitume maintenant à Paris. Hein. Ouais, c'est la guerre et on le ressent tous, on est tous énervés. Ouais. Même en étant piéton, nous on a cette chance avec Renaud, justement, on s'était dit on va choisir nos bureaux, tu vois, à 20 minutes, 30 minutes à pied, parce qu'on a ce luxe-là. Mais même à pied, c'est devenu horrible. C'est-à-dire que Paris, qui a toujours été une ville où on pouvait marcher, en fait, depuis toujours. C'est même, je pense, un exemple planétaire avec des trottoirs larges et tout ça, haussmannien. Ben, même ça, ben voilà, c'est un peu le bordel. Tout est en travaux. Bon. Donc, tu vois, tout à l'heure, tu as dit chez le ministre des Transports, si quelqu'un a un garage, un lieu, une vieille usine, un truc avec de la place entre la porte de Saint-Cloud, Asnières, je ne sais pas, jusqu'à 20 ou 30 km, on est preneur, on cherche, on veut des points de repère. Mais, et tu vois, par exemple, ce sujet-là, on ne peut pas vraiment faire une vidéo de YouTube que sur. On pourrait faire un café-garage. Mais on se dit si on a des studios où les gens peuvent un peu venir, on pourrait faire des petites émissions plus légères, un peu comme des podcasts que tu fais là, où on pourrait débattre sans faire que le café du commerce, mais avec pas mal de gens qui pourraient venir sur place, où on aurait tout le matos, on appuierait sur le truc et tu pourrais, voilà, il y aurait une discussion avec des témoignages. L'idée, encore une fois, est de faire la controverse, de pas que être dans dire tout va mal, c'est pas ça, il y a plein de choses intéressantes. Et là, d'avoir beaucoup plus de fluidité pour alimenter le débat. Ça n'enlèvera rien sur nos émissions, mais ça, on a très envie justement d'avoir un outil plus léger pour, tu passes avec une voiture, tu viens nous voir, tu dis tiens, voilà ce que j'en pense, nous on réagit, tu vois, sans forcément à chaque fois faire 40 minutes. Ou bon. Et on voit qu'il y a un espace là, mais il faut avoir l'outil, c'est-à-dire un studio fixe, il ne faut pas que tu aies à chaque fois à réinstaller ta caméra, ton truc, et un endroit où tu peux tanker une voiture. Aujourd'hui, nous, on ne peut même plus s'arrêter 30 secondes pour aller chercher un bidon d'huile qu'on doit ramener. C'est un bordel en ce moment. Voilà. Et on le vit de moins en moins bien. Ouais, j'ai l'impression. Ouais, mais c'est vrai, Renaud a raison. En ce moment, on cherche effectivement de nouveaux locaux. Puis d'ailleurs aussi, nos bureaux, tu vois, deviennent un peu petits parce que quand on est 4-5 réunis, ça commence. Surtout en période de Covid. Pour notre développement, c'est important. La question, c'était de savoir, dans 15 ou 20 ans, c'est ça ce que deviendrait l'automobile. Il disait 10-15 ans, donc voilà. Alors, elle est passionnante, parce que quand on posait la question justement en l'an 2000 de dire qu'est-ce que va être la place de la voiture d'ici 10 ou 20 ans, globalement, on savait que ça allait devenir électrique. Même si certains hurlaient déjà, on savait tout ça. Et on avait à peu près une indication. Aujourd'hui, c'est un brouillard. Mais c'est un brouillard, je pense, c'est un brouillard franco-français. Parce qu'on est justement sous une sorte de chape assez excessive, presque anti-technologie, en tout cas technologie automobile. Ce qui est d'ailleurs un peu triste parce qu'on peut peut-être y laisser des plumes, notre industrie peut y laisser des plumes.
Mais en revanche, moi, ce que je pressens, c'est que les batteries vont être de plus en plus capables de stocker de l'énergie électrique et d'offrir de plus en plus d'autonomie. Et par conséquent, ça veut dire qu'il y aura de moins en moins de pots d'échappement et la technologie, parce que les ingénieurs et l'esprit humain est tellement fort qu'il va peut-être réconcilier des points de vue irréconciliables aujourd'hui en disant, ben voilà, vous nous critiquez sur notre pollution, on va vous offrir des voitures passionnantes, non polluantes, et qui en plus vont plaire à ceux qui adorent l'automobile et peut-être même à ceux qui la détestent. Et on en reparlera. Les générations, elles évoluent toujours. Là, en ce moment, faut protéger et je partage ce point de vue. Faut protéger l'environnement et tout ça. Et qui est contre la protection de l'environnement? Personne. Mais il faut pas être excessif aussi là-dedans. Donc, tous les gamins de 20 ans, tu sais, qui sont peut-être un peu trop dogmatiques, idéalistes et tout ça. Ils vont avoir des enfants quand ils auront 30 ans, 35 ans, ils verront qu'ils auront besoin de se déplacer. Et là, peut-être qu'ils seront beaucoup plus nuancés, beaucoup plus sages, et que la technologie apportera à ce moment-là en plus tout son apport pour dire voilà, nous, ça y est, on est propre et ça fait longtemps et on vous a pas attendu. Et la voiture, elle reviendra probablement à ce moment-là. C'est un peu ce que je pense, moi. Voilà. Moi, j'ai deux mots de débat, Vincent, parce que je me dis que tu as ton avis, c'est toi qui notes. Mais moi, j'ai envie de dire légèreté. Je pense que les voitures, c'est quand même la solution la plus simple. Right. Il faut revenir à de la légèreté. Je pense que c'est un enjeu majeur. Et qui dit légèreté, ça veut dire repenser la conception, quel équipement on met au-delà des matériaux. Mais je pense que c'est une des clés à travailler. Ça veut dire beaucoup de choses sur le dessin. Et deux, mais ça c'est très personnel, moi je crois beaucoup à l'hydrogène, même si aujourd'hui il n'est pas produit de façon complètement propre, parce que voilà, on a besoin d'électricité, etc. pour le produire. Mais à 10-15 ans, moi je me dis qu'il y a vraiment un truc, parce qu'au-delà du problème des batteries, de l'extraction, recyclage, enfin toutes les questions que les gens se posent, on n'a que des éléments partiels de réponse, même si on creuse tout le temps le sujet. Mais voilà, l'hydrogène, on va dire que l'hydrogène me fait rêver. Voilà, plus léger et hydrogène, il y a peut-être des trucs. C'est peut-être par là aussi qu'on verra le bout du tunnel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça, c'est des vrais débats où on voudrait justement, on essaye de le faire, mais avoir des experts qui viennent, etc. Et pas simplement une fois par mois, en parler tous les jours. Tu vois, creuser. Ouais, c'est un vrai café garage. Moi, je suis moins confiant que vous sur l'hydrogène. L'hydrogène, ça fait très longtemps que ça existe. Et si ça avait dû percer, ça aurait percé depuis déjà pas mal. Moi, je crois plus aux batteries au graphène. Là, il y a Lucide qui, avec Renault, on est en train. Ça fait plusieurs jours là qu'on regarde cette marque américaine qui est une sorte de concurrente de Tesla. C'est plus de 300 km/h en Vmax, quasiment 800 km d'autonomie. Bon bah voilà, ça on a envie de l'essayer, je peux te dire. Bon, vous voyez, c'est ça, POA, c'est des débats qui n'en finissent pas, c'est des gars qui ont à peu près 10 idées à la minute. Voilà, c'est ça. Donc si vous connaissiez pas, vous avez un petit aperçu et le reste est sur la chaîne YouTube. Bon les gars, on va pas se quitter comme ça, vous le savez peut-être, mais en général, ces podcasts, je les termine par 4 questions rituelles. Mais cette fois-ci, j'ai décidé d'en rajouter une 5e, parce que je sais que toi, Renaud, c'est un fan de James Bond. Alors du coup, je vais te demander de choisir quelle est ta voiture préférée de la saga. Je réponds toujours la même chose, c'est genre c'est la Lotus Esprit S1 blanche. Celle qui va sous l'eau. Ah ouais. L'espion qui m'aimait. J'en aurais une, mais S1, c'est vraiment les toutes premières. C'est magnifique. C'est ma préférée. Et toi, Cédric, t'aimes bien Bond et t'aimes bien les voitures de Bond aussi? Ouais. Alors, je vais peut-être vous faire rire. Et puis pour faire un peu mon intéressant, dans Octopussy, il conduit une GT V6, je crois. Ah bon, une Alpha. Ouais. Il fait de l'autostop et il vole la bagnole. Ouais, et voilà. Et puis moi, ça m'avait frappé. J'adorais cette Alpha GT V6. Voilà, et d'ailleurs c'est un petit message parce qu'on n'en a jamais eu le mercredi 18h. Donc s'il y a un petit observateur qui veut venir me présenter sa GTV6, c'est à bras ouverts. Ouais, faut faire une bonne prise de son. Hein. Parce que le V6 Bousseau, il fait du beau bruit. Bon, alors on rentre maintenant dans les questions plus rituelles. Là, j'imagine que vous aimez bien, un peu comme nous tous, surfer sur les sites de petites annonces. C'est quoi vos dernières recherches en la matière? Ah, si tu savais, j'en ai tellement. Alors je vais te prendre la dernière, tu vas te marrer. Mais c'est une Corvette C4 qui travaille pas mal parce que personne n'aime les C4 et les C3 commencent à monter.
Voilà, mais sinon, il y a quand même. Alors, juste avant, je cherche une Mercedes SL R129 en V8. Ah ouais, ça c'est bien ça. Ah, ouais, je pense que je vais finir. Je pense même Faut que je les vais faire un acheter suivi. maintenant, c'est même déjà presque un peu trop tard, parce Ouais, que déjà elle ouais. remonte là. Mais ça me travaille beaucoup. Et puis, pour les connaisseurs, mais une Lancia 2000 HF de 73. Voilà, c'est mes 3 dernières recherches. Mais j'arrête pas. Mais je vais arrêter Mais la là. Corvette C4, c'est un bon investissement. Et même je vois les ZR1 qui sont le top du top de la Corvette C4, ça reste pas très cher quoi. Non, non, non. Et c'est C'est super très rare, il y en a très très peu, ouais, et c'était une bonne bagnole à l'époque. ouais, ouais, et elles sont au fond du trou. Et moi, j'adore cette ligne. Hmm. Alors, je les voudrais en Targa, parce qu'il y avait coupé, cabriolet, mais Targa, t'enlèves le petit toit. Et moi, ça me bluffe. En fait, j'adore les V8 américains, j'adore les gros V8. Et je me dis, mais c'est une bonne affaire aussi. Voilà. Pour en Oui. dégoter une propre, mais voilà, ça me travaille aussi. Bon, et toi Cédric alors? Bah, mes trois dernières recherches, l'Ancia Thema, mais la vraie, c'est la toute Ah première, ouais. en 832, tu vois. Oh non, Renaud, il non, l'aime bien. fais pas ça, non, non. Non, J'ai un, je sais, mais j'ai un copain qui en a acheté une, franchement, il s'en est vite mordu les doigts. Non, non, faut pas Ah acheter. oui, la C'est une voiture, c'est agréable à regarder, à écouter, mais il faut surtout pas la posséder, hein. en, Mais si tu en, veux bien en- nous la présenter, tu sais que moi, je suis fan aussi de la 832, quoi. C'est quand même le Bah tableau de oui, bord de la ah 832, ouais, en mais bah bois et tout, oui. c'est Puis le c'est- petit c'est aileron qui sublime. sort derrière sur la malle, là. trop bien. Une, ouais, une BM série 5 et une BM série 7 aussi des années 90 quand elles étaient très fines, très belles. Voilà, donc Mhm. Celle de James Bond, là. ouais, exactement. Et puis d'ailleurs, on a un tournage demain avec une série 7, c'est pour ça aussi que j'ai un peu regardé. Et puis non, une Audi A2 parce que c'est la voiture de ma maman. Elle l'adore, elle veut pas s'en séparer depuis qu'elle l'a maintenant depuis depuis Mathusalem. Et je regardais combien ça coûtait. Voilà, et Il y a, ça m'amusait de voir. il y a que Audiman qui peut avoir envie d'acheter une A2, hein. Oh, attends, le concessionnaire de ma maman là, lui dit toujours, tous les ans, quand elle va la faire réviser, qu'il lui reprend parce qu'elle est quand même en aluminium. Je Ouais. me dis peut-être qu'elle sera un jour collector, tu vois. Bah, Mais en tu fait, vois, elle a fait un tel flop à l'époque que oui, il y en a, doit pas y en avoir des masses, donc effectivement, potentiellement les plus belles, peut-être, avec un peu de chance. Vincent, je parle, c'est vrai que plus souvent d'anciennes que de modernes, mais en t'attendant, je disais le dernier sport auto, et c'est rare, je craque sur la Ferrari Roma. Ça fait Mhm. très longtemps que je n'ai pas vu une Ah, Ferrari. elle est canon, hein. Elle est canon. Et tu vois, je me dis, il faut absolument qu'on aille l'essayer, celle-là. Je trouve qu'ils arrivent à faire une voiture sportive, mais sensuelle et luxueuse. Ça me fait hyper plaisir que Ferrari revienne. Et je me disais, c'est chouette de voir une moderne qui me rappelle, enfin, qui me fait des émotions comme certaines anciennes. Et voilà, ça fait plaisir. Voilà, je Bon, préfère. et toi, Vincent, c'est quoi tes 3 dernières recherches? Joker. D'abord, c'est moi qui pose les questions ici, hein, je rappelle. Ah bon, d'accord. Ok. Non, et puis en plus, je m'en souviens même plus. Enfin, j'en fais tellement. Ah, si, attends, qu'est-ce que j'ai regardé justement, bah voilà, j'étais tombé sur une de vos vidéos où Florian présentait son IQ, et à un moment, ça Ouais. parlait des cotes, et je me suis dit, tiens, c'est vrai, combien ça coûte une IQ, et donc j'ai regardé, voilà, sur la centrale, j'ai regardé la cote de l'IQ pour avoir une idée. Voilà. Tiens, chose amusante et intéressante, en parlant de petites annonces, il y a un site qui s'appelle Le Parking, Mhm. qui a pour idée et objet de réunir l'ensemble des petites annonces, que j'allais dire du monde entier, mais en tout cas une grande partie en Europe et en Amérique du Nord. Et Le Parking va diffuser les vidéos POA, on a un accord avec eux. Et à chaque fois que tu feras une recherche, ben hop, tu auras une vidéo POA justement du mercredi T'es à un vrai 20h. marchand de Si elle bagnole, toi, hein. existe. Si elle existe. Ah bah attends, il faut quand même parler L'autre, de nous. hop, Non mais je vends attends. ma sauce, c'est parti. En exclusivité, Euh, Ah n'est-ce bah pas? évidemment. Et puis si tu veux Non, un mais petit, attends, un, il dit petit- un ça, petit ça fait, pourcent, ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus. Mais Ah bah dès c'est que pour tu ça. cherches l'IQ, ben, il y aura la vidéo de l'IQ s'il y a la voiture. Tu regardes pas, mais non, mais c'est un site, franchement, tu vois le parking, Ouais, tu je parlais de connais. on a mais compris, Cédric. Allez, ouais, on question va tous suivante. dessus. Donc voilà. Ce podcast n'est pas sponsorisé par le parking, je précise. Euh, Les gars, votre meilleur souvenir de road trip, ça sera forcément probablement un road trip que vous avez fait ensemble, non? Vas-y, euh, vas-y, Renaud. Enfin, à chaque fois, c'est c'est le un. Japon. Moi, j'ai été bluffé quand même par la gentillesse, par le niveau automobile du Japon. C'est quand même, voilà, ils adorent ça. Hmm. Et on est allé dans un endroit pas du tout, j'imaginais pas, grâce à un petit observateur local. On a rencontré des citroënistes incroyables, tu avais envie de chialer. Ils sont plus collectionneurs que toi et moi. J'ai jamais vu des CX aussi belles, etc. Et c'est vrai que c'est un pays, c'est tellement délicat. Tu manges super bien, c'est à la fois ancien et ultra moderne. Je sais pas comment expliquer. Moi, ça m'a bluffé. J'y avais déjà été 2, 3 fois, mais quand tu aimes les bagnoles, c'est merveilleux parce que voilà, il y en a partout et elles sont propres comme chez les Anglais. Et tu as des trucs, moi les keycars, ça me rend fou. Enfin, je sais pas, voilà. Tu
t'as l'impression que c'est permis encore chez eux d'aimer les voitures, et ça me plaît, quoi. Et toi, Cédric? Alors, moi, je crois que le premier qu'on ait fait, quand même, Montréal, va rester longtemps. Euh, il y a un très bon souvenir aussi avec Julien et Ronan. Ronan, c'est le photographe de POA qui nous accompagne de plus en plus. Et je me souviens quand on était avec Renault, c'était pour Lexus, on s'est retrouvé sur un parking avec un mec qui avait une première LS. Je sais pas si tu te souviens, il a fallu qu'il LS400, oui, traverse. 1989. Voilà, il a Super fallu. bagnole. Ouais, super bagnole. On s'est retrouvé sur un parking, on l'attendait. On a eu du mal à le trouver parce que c'était compliqué de trouver une LS400 en bon état et Mhm. tout ça. On s'est retrouvé dans une banlieue un peu bizarroïde de New York. Et j'ai trouvé ça génial parce qu'à chaque fois on a du bol. Ouais. À chaque fois ça marche. Et je me dis mais putain POA, à chaque fois on a des petites inquiétudes, mais n'empêche on tombe sur le bon mec, on a réussi. Et ça clôturait un road trip qui nous a accompagnés jusque dans le Maine, qui est une région formidable de Nouvelle-Angleterre, dans le Vermont aussi, qui porte bien son nom parce qu'il y a voilà, c'est des montagnes vertes. Et c'est la première fois qu'on utilisait aussi un drone. Enfin, et ça a coïncidé avec vraiment la montée en puissance de POA. Et en fait, c'est des super souvenirs, quoi. C'est des voyages qu'on devrait souhaiter à tout le monde. Alors maintenant, on va s'amuser à jouer au jeu du garage idéal. Je vous laisse à choisir à chacun 4 voitures, pas de limite de budget. Faut juste que ça corresponde à peu près à votre vie, quoi. Qui commence? On a toujours joué à ce jeu-là. Non, mais moi, une Lotus Esprit S1, Ouais. une Cadillac Eldorado, mais de 68 avec les phares occultables, avec les ailerons derrière. Ouais. La 2000 HF de 73 que j'aurai un jour. Et alors après, la quatrième, il faut que je réfléchisse, parce que j'hésite. Ces trois-là, je les aurai en fait, je les veux. Et après, dans les. Vas-y, réponds Cédric, je donnerai mon dernier. Alors, moi, je suis très voiture moderne. Je n'aime que la voiture qui arrive dans un an. Tu vois, D'accord. Mais malgré tout, je trouve qu'une 911 classique, Targa, comme celle de Robert Redford, je sais pas si tu te souviens quand il est agent à la CIA et tout ça, enfin tu regarderas. Mais je vois très bien le modèle, oui. Tu vois, et voilà, j'ai pas encore les moyens aujourd'hui, parce qu'en plus ça coûte très très cher. Oui, et puis de Mais plus en plus cher même, oui. Mais le jour où je peux signer ce genre de chèque, c'est le premier truc que je fais. La deuxième, parce qu'elle me fascine, je veux absolument une Model 3. Voilà, je veux une Tesla Model 3. Après, j'aimerais énormément aussi une Volvo XC60 T8. On a la chance dans nos métiers, tu sais, j'adore cette voiture. J'adore Volvo. C'est hyper confortable, ça marche fort. C'est une plug-in. Je trouve ça fascinant. Et puis dans un Paris qui, hélas, n'aime plus l'automobile, il faudrait une petite voiture. Voilà, il y a différents trucs. Il y a le Suzuki Jimny que je trouve rigolo, mais c'est une thermique. Ouais. Et je me dis que s'il y a vraiment plus aucune voiture et tout ça, en fait, on s'est marré à essayer la Citroën Ami. Tu vois, on a fait un road trip. D'ailleurs, c'est le dernier on n'a pas fait le Tour de France, mais le Tour de l'Île-de-France. et je me dis qu'elle est amusante. Et pour les enfants, tu me disais pour que ça s'intègre dans nos vies. Tu es à l'abri des intempéries. Tu peux discuter avec tes copains, ta copine. Moi, j'ai un gosse des enfants de 17 qui sont un peu grands maintenant, mais le scooter fait toujours un peu peur. Et je me dis, peut-être que c'est peut-être l'outil en fait qui va nous falloir pour aujourd'hui circuler dans les grandes villes. Voilà. C'est très raisonnable tout ça. Et alors Renaud, ta quatrième? Une Jaguar XK, mais les premières en alu. Oui. Parce qu'en fait, moi, quand tu dis... Pourquoi je parle de ces voitures-là? Parce que je me dis que je peux me les offrir. Le truc, complètement, j'ai du mal. Et une XK8, je trouve ça très beau, c'est un peu grand. J'aurais hésité avec une corniche, peut-être Rolls. Mais juste pour revenir sur ce que dit Cédric, dans les voitures modernes, il y en a quand même qui me plaisent. Je suis fasciné par la Honda E. Qui est canon. C'est le premier intérieur que je vois moderne qui je trouve merveilleusement intégré, où tout le monde est à la fête. Et ça, je trouve que ça reste très cher pour 200 km, mais j'aimerais beaucoup avoir ça aujourd'hui en mobilité urbaine. Je trouve qu'elle est pure, elle est magnifiquement réussie. J'adore l'image d'Honda et je suis bluffé par cet intérieur. J'aimerais bien vivre avec ces écrans. Est-ce qu'au bout d'un moment, on en a marre? Et voilà, donc quand tu vois, je parlais de la Roma, je parlais de la Honda E. Il y a des choses modernes, moi, que je trouve très, très intéressantes.
D'accord, mais je note que quand même vous avez, je vous dis, 4 voitures, budget illimité, c'est open bar et tout, et vous restez sur des trucs très rationnels quand même, hein, et très modestes. Hein. Moi je pensais, Bah, tu nous as dit d'habitude il y a dans nos- toujours, je sais pas, une supercar qui vient se glisser, voire des fois il y a que des supercars et tout, mais là vous c'est très, 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 Ouais, très Vincent, tu raisonnable. n'as dit que 4 voitures. Si tu Non, en mais- veux 10, là, ce sera Non, open mais- bar. Bah non, On peut mais toujours justement en c'est trouver. pas drôle 10. Mais on peut toujours en trouver. Mais moi, je vais beaucoup à la campagne, je roule avec toutes mes autos et au contraire, j'adore me projeter pour savoir ce que je vais en faire et avoir une supercar de 1000 chevaux que je ne vais pas savoir maîtriser ou juste regarder. Je suis vraiment dans le plaisir auto. J'adore rouler, j'adore les laver, j'adore les regarder, et en fait, voilà, je trouve on a passé, mais ça c'est un autre sujet. Là, on est allé dans une telle c'est allé trop loin pour moi sur certaines hypercars, je suis déconnecté. Et c'est pour ça que je parlais de la Roma. Celle-là, elle me plaît beaucoup. Bien que je te dise ça, la dernière Gordon Murray, là, qui m'a bluffé, la T50. la T50, si tu écoutes tout ce qu'il raconte, il m'a donné envie de sa nouvelle F1, avec le ventilo derrière, là. Allez, je te mets une T50 parce que j'aimerais conduire ça. Et c'est génial, il t'explique, mais justement, c'est de retrouver des sensations. C'est une boîte manuelle, en même temps, elle est rivée au sol, voilà. Les histoires, l'histoire qu'il raconte me passionne. Sur certaines hypercars, j'ai l'impression que c'est juste pour avoir le pompon de la plus puissante, etc. Bon, voilà. Après, je peux t'en mettre. Mais je mets la T50 de Gordon Murray. Enfin, je note quand même que je dis un garage de 4 bagnoles et que tu m'en mets 6. Hein, mais bon, on va dire que je fais une exception pour toi. Hein. Bon. Bon, ouais, si on peut en mettre 5 et 6, moi je prends quand même une Alpine. Parce que ça a été un super souvenir pour, pour tous. Hein. Je pense que c'est. Carrément. C'est pas à toi que je vais dire ça. Tu m'interroges demain, je t'en sors 4 autres. Quoi. Au bureau, on parle de ça tout le temps. Hein, et tout le temps. Bon, et alors, à chaque fois qu'on fait une pause, on joue à ça. Tu vois. Alors attention, maintenant, la question la plus dure des 4 ou des 5. Si vous deviez conduire qu'une seule voiture jusqu'à la fin de vos jours, ça serait quoi? Merde. Ah, on y a déjà joué. Ah. Alors vas-y, c'est quoi? Bah non, mais moi j'avais dit Tesla Model 3 en me disant allez, je prends le truc le plus moderne qui soit en espérant qu'il tienne le coup, tu vois. Bien connaître la réaction des gens. Bah, ma C6 actuelle. Ouais, mais elle va tomber en panne combien de fois pendant tout ce temps-là? Oh, Ouais, Coup bas, je reconnais. Elle marche comme une non, horloge. pourquoi je dis ça? Je peux répondre. Je fais 500 bornes avec tous les week-ends. Je viens de les refaire, là, si tu veux, pour la conduite d'aujourd'hui, sur des trucs. Le confort est royal, je transporte du monde. Ah, mais j'adore cette voiture. Je voudrais qu'elle soit modernisée, je voudrais qu'elle ait des feux à LED, j'adorerais, tu vois. Ça me manque. Mais moi, j'adorerais investir dans une boîte de resto mode, parce qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas assez de marché en France, mais moi, ça me fascinerait de pouvoir amener sa C6 et puis dire mettez-moi un écran à la truc, mettez-moi des feux à LED, tu vois, foutre du pognon. Et ça, les Américains savent faire. Ils font ça sur tu vois que du feu et tu as des Mustangs avec des feux à LED, une super sono, machin et tout. Moi, j'adorerais faire ça sur des voitures anciennes, mais remises au goût du jour. J'adorerais monter un business là-dedans, mais bon, je ne suis pas homme d'affaires. Mais je pense que justement, ça va devenir tellement compliqué de s'exprimer, de rouler vite et tout. Le plaisir, il va être dans la hyper-personnalisation, les hyper-détails, de se faire chiader, de refaire des matériaux. Enfin, moi, ça me passionne, ça. Et je pense c'est des petits marchés, mais ils sont réels, quoi. Et c'est des trucs que j'adorerais faire des reportages d'ailleurs là-dessus. Peut-être une diversification à venir pour POA, le garage POA, la personnalisation POA. Ce serait génial. J'adorerais. Ce serait super. Ouais. J'ai plus de batterie, les enfants. Bon, ça tombe bien parce qu'en fait, là, on a terminé en fait. Hein. Bon. Je voulais vous remercier parce que c'était vraiment, je crois qu'on a passé un bon moment et je crois que les gens qui nous écoutent ont une bonne idée de ce que c'est que POA. Bon, du coup, on vous retrouve sur YouTube, évidemment, la chaîne POA. On vous trouve aussi sur les réseaux sociaux. Et sur le site POA aussi, alors, Scoop, on va inaugurer un nouveau site pour l'année prochaine. 3 mois, c'était. Voilà. D'accord, Voilà. c'est oui, bien, mais quand même. on a un scoop, je suis toujours content d'avoir des scoops moi. Donc on vous retrouve sur Twitter aussi, hein, les deux. Ouais, Bien ouais, sûr, moi, comme Julien, comme une grosse partie de l'équipe Ouais. POA. Sur nos Insta aussi, évidemment. Instagram, ok, très bien. Écoutez, merci Vincent, beaucoup les c'est amis. adorable de ta part. Merci à toi. Et toi, tes 4 voitures, tu les as déjà dites ou pas? Parce que Non, il a dit que Ouais, mais ça change tous les jours. Avant, bon, c'est ouais, comme bah nous. oui. Allez, merci les gars. allez, Ciao. merci Vincent. Salut. Ciao. Très vite. Merci Vincent. Ciao.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode d'Histoire d'Auto. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, voire à laisser une appréciation sur la plateforme où vous récupérez ce balado. Ainsi, vous aiderez d'autres personnes à découvrir ces entretiens. Pour vous tenir au courant de l'actualité du podcast, vous pouvez liker sa page Facebook ou vous abonner à son fil Twitter. Cherchez à chaque fois Histoire d'Auto au pluriel. Enfin, vous pouvez me joindre par mail, histoiredauto@gmail.com pour vos commentaires, suggestions ou idées. Quant à moi, je vous donne rendez-vous d'ici une quinzaine de jours pour un nouvel épisode. À bientôt et bonne route.